Sommet de Ouagadougou. La portée de l'éveil de l'Afrique consciente. Un événement de portée historique et non des moindres s'est produit à Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres, du 8 au 9 février 2023. Un événement historique que tout Africain digne et responsable ne saurait passer sous silence. C'est la rencontre tripartite heureuse des ministres des Affaires étrangères des pays de la sous-région ouest africaine entrés en révolution, à savoir le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. Cette réunion s'est tenue sur la terre bénie de Ouagadougou pour renforcer les liens historiques d'amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération directe et profonde sur les questions névralgiques liant ces trois pays. Il s'agissait, pour ces trois nations, de donner une leçon de choses aux dirigeants dits civils ouest-africains et plus largement africains violeurs de constitution et massacreurs de leur peuple. C'était également un message lancé aux peuples africains par la volonté de ces pays d'incarner un nouvel ordre politique en Afrique. On peut présumer qu'en toile de fond, c'est la résistance face à la néocolonisation et à la volonté impérialiste de domination de cette partie du monde. Ce qu'il est important de noter et qui frappe plus d'un, c'est que cette initiative soit l'œuvre de pouvoirs militaires qui démontrent bien qu'ils ne sont point ancrés dans la politique politicienne de prédation. Là où les pouvoirs politiques dits civils montrent leur carence en oppressant leur peuple sous couvert d'une démocratie factice. En effet, comment comprendre que les putschs militaires, qui sont subséquents au coup d'état civil, eux-mêmes résultats de tripatouillages constitutionnels, soient moins meurtriers et fassent moins de dégâts que la gestion des pouvoirs civils? À titre d'exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons enregistré plus de 300 morts en 2020 à cause de la seule volonté d'Alassane Ouattara de violer la Constitution afin de se maintenir au pouvoir. En Guinée, sous Alpha Condé, pour le troisième mandat inconstitutionnel, nous avons enregistré plus de 90 morts à cause de la folie d'un homme qui pensait être devenu un demi-dieu. Au Bénin également, la mise sous silence de l'opposition est réduite à sa plus simple expression, laissant croire en une opposition faible par Patrice Talon, révèle plutôt que tout pouvoir absolu corrompt absolument. Au Togo voisin, la pérennisation de la dynastie Eyadema ne finit pas de fracturer le tissu social, parce que dès lors que le peuple a voulu manifester, par exemple à cause des résultats truqués de la dernière élection présidentielle, il a été assassiné et les opposants ont soit été exilés, soit emprisonnés. En revanche, dans toute la transversalité de l'Afrique, à l'avènement des pouvoirs militaires, ils se sont montrés plus soucieux de sauvegarder les vies humaines. Est-ce parce que, paradoxalement, ces militaires africains, confrontés en première ligne, notamment au péril terroriste, auraient une conscience plus aiguë de l'importance de la paix et de la sécurité des Africains? L'autre leçon que cette réunion donne, c'est le coup de pied donné à la moribonde CEDEAO. Cette institution sous-régionale, aujourd'hui sclérosée et inféodée aux desiderata du syndicat des chefs d'État violeurs de constitution. La CEDEAO, qui au lieu de travailler à la cohésion des nations, à promouvoir le développement, le progrès et la sécurité, est devenue un instrument politique aux mains des chefs d'État goudillots qui s'autorisent, en violation de tout règlement, à sanctionner les gouvernements d'États souverains et à punir les peuples qui, selon eux, ont eu le tort de soutenir les dits gouvernements. Quelle est cette absurdité de la CEDEAO de vouloir sanctionner des peuples qui souffrent de terrorisme? Donc pour aider, on doit sanctionner. Le remède est-il fait pour tuer le malade? Quelle est cette autre idiotie de vouloir créer une force anti-putsch calquée sur l'inefficace ECOMOG, alors que l'Afrique de l'Ouest est en proie au terrorisme? Ceci devrait plutôt créer une synergie d'action militaire des pays ouest-africains. Encore une fois, moi je crois que c'est une question de paradigme et de narratif. Il ne faut pas que vous-même vous tombez dans ce piège. Parce que vous savez, le problème qu'on a au Mali, le Mali a des problèmes avec un pays. Et ce pays a mobilisé le monde entier contre le Mali et veut faire croire que le Mali est isolé, or ce pays est plus isolé que le Mali. Donc si nous-mêmes Maliens, nous entrons dans leur dynamique de répéter partout, isolé,
Si vous prenez un seul exemple aujourd'hui, allez en Afrique, dans tous les pays, je ne dis pas seulement même le gouvernement, allez dans la population de beaucoup de ces pays. Mais combien de pays sont aujourd'hui en phase avec les changements qui sont en cours ici? C'est pourquoi nous nous battons. Combien de mouvements en Afrique, dans beaucoup de pays, se reconnaissent dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Donc, isolement, c'est par rapport à quoi? Parce qu'on est allé instrumentaliser une organisation pour que le Mali n'y soit pas. Même ces organisations, je vais vous dire une chose, c'est le Mali qui a créé la plupart de ces organisations. Elles n'ont pas créé le Mali. Et le Mali éternel va survivre à ces organisations. Donc je crois que pour moi, c'est une question d'état d'esprit. Ça dépend de ce que nous recherchons. Voilà, nous ne cherchons pas à être dans des clubs pour être assis, applaudir les uns pour les autres. Le Mali a un objectif. Nous nous sommes fixés un objectif. Bon, il y a certainement peut-être des prix à payer pour pouvoir arriver à cet objectif. Ça, il faut assumer cela. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas tomber dans leur narratif. Parce que justement, les gens créent un narratif pour nous l'imposer. Mais ce sont ceux qui ont créé ces narratifs aujourd'hui qui rasent les murs dans beaucoup de ces pays africains parce qu'ils sont rejetés par les populations. Donc, qui est isolé? Au nom de quelle éthique et de quel texte peut-on bloquer les avoirs des États maliens et burkinabés avec la complicité de l'UEMOA et donc de la BCEAO? Au nom de quelle morale laisse-t-on ces pays périr seuls face à la nébuleuse djihadiste? Comment, sur le plan humanitaire, a-t-on pu prendre des sanctions contre le Mali en pleine crise de la Covid-19 et laisser les populations déjà fragilisées souffrir le martyre? Au nom de quoi a-t-on cherché à faire écrouler l'économie malienne, vouant ainsi le peuple à la misère? Voici le monstre qu'est devenue la CEDEAO, une organisation quelconque au service de dirigeants cupides et moribonds, qui ne sont plus sur la même longueur d'onde que les peuples africains et qui ne font qu'exécuter le diktat de la France pour en retour bénéficier de l'adoubement de la puissance occidentale qui continue de les biberonner à la mamelle d'aide au développement qui, après coup, se révèle être inefficace. Les pères fondateurs de cette institution, au dessein noble pourtant, doivent se retourner dans leur tombe. Né le 28 mai 1975, aux fins de promouvoir la coopération et l'intégration sous-régionale, avec l'objectif principal de créer un ensemble économique homogène et fort, la CEDEAO n'est aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Son seul nom suffit à créer des crises d'urticaire chez les peuples africains, épris de liberté, et las de voir cette institution faire le récital des ordres de la France qui veut maintenir son hégémonie sur l'Afrique. Je comprends bien que vous dénoncez une forme d'infantilisation de l'Afrique, mais de là à dire qu'il faut qu'elle se prenne en main et ne plus attendre d'aide de l'extérieur, vous savez bien que si on arrête de donner à la béquille à un oiseau qui ne sait faire que la recevoir, il meurt. Non, mais l'Afrique, les Africains sont capables de vivre. Les Africains, à travers le temps, à travers l'histoire, ont montré qu'ils avaient traversé diverses épreuves. Le problème, c'est que nous avons imposé un mode de développement à l'Afrique. C'est cela. Développement, ce n'est pas la coopération. Quand De Gaulle a donné l'indépendance à ces pays africains, il ne leur a jamais promis le développement. Il leur a promis la coopération. Or, la coopération s'est transformée en développement. Qui dit développement par rapport à nos modèles. Alors, pendant un certain temps, certains pays, les pays soviétiques, ont voulu proposer les modèles de type socialiste, pendant que nous proposions les modèles de type libéral. Tous ont échoué. Le drame, c'est que tous ces modèles plaqués sur l'Afrique sont des modèles qui sont des modèles étrangers à l'Afrique. Pourquoi? Car ce sont des modèles qui reposent sur des expériences individualistes. Or, l'Afrique, les Afriques, sont des parties communautaires. Vous ne pouvez pas greffer des prunes sur un palmier, même si vous mettez 3 tonnes d'engrais. Le porte-greffe, ça ne fonctionne pas. Les Africains ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire. Ils ont leur civilisation, ils ont leur façon de penser. Et ce qui est traumatisant pour l'Afrique, c'est de vouloir les considérer précisément comme des Européens pauvres à la peau noire. Alors, tous les modèles qui ont marché, entre guillemets, chez nous, doivent leur être appliqués. La démocratie, les droits de l'homme, le libéralisme, etc. Eh bien, on va à l'échec. Car le problème de l'Afrique, c'est cela. C'est pas l'économie. Ce n'est pas le manque de développement. C'est un problème d'ordre psychologique, sociologique, culturel. Et surtout,
un modèle d'arrogance intellectuelle que nous avons avec notre européocentrisme, né dans ce petit cap de l'Europe qui représente géographiquement le 20e de la planète ou le 30e de la planète, peuplé par le 10e de la planète et qui prétend vouloir donner des leçons au monde entier, aussi bien à Poutine qu'aux Chinois qu'aux Africains. Eh bien non. C'est pourquoi, ici, Chris Yapi voudrait saluer la grande intelligence de ses pouvoirs militaires qui nous donnent tant d'espoir. Naturellement, je ne souhaite pas que les militaires braquent le pouvoir en s'y éternisant. Je vois en leur action une prise de conscience qui pourrait tracer des sillons fiables pour le futur, notamment face aux atermoiements quant au respect des constitutions. Chris Yapi pense que face au double enjeu endogène de la mauvaise gestion du pouvoir, appuyé par le viol constitutionnel, et exogène concernant la menace terroriste et les défis sécuritaires, l'action militaire pourrait remettre les pays sur les rails de la démocratie pleine et entière. Cette démocratie qui induit une inclusivité économique et un respect strict des libertés individuelles et collectives. Vive le trio Mali, Guinée, Burkina Faso. Conscients du contexte de la présente réunion, les chefs de délégation se sont félicités de la vision commune que partagent leurs trois chefs d'État, laquelle vision s'inspire de l'engagement panafricain des pères fondateurs et des leaders historiques des trois pays en faveur de la souveraineté, de la paix, de la coopération et de l'intégration des peuples. Tout en réaffirmant leur attachement aux objectifs et principes de la CEDEAO et de l'Union africaine, ils se sont engagés à répondre aux aspirations des populations de leurs pays respectifs et à faire de l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou un domaine stratégique et prioritaire pour le développement du commerce, des transports, de l'approvisionnement en produits de première nécessité, de la formation professionnelle, du développement rural, de l'exploitation minière, de la culture et des arts, ainsi que de la lutte contre l'insécurité. Abordant la question de la coopération au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, les chefs de délégation s'engagent à renforcer le partenariat entre les trois pays au sein de ces instances. Tout en encourageant la recherche de solutions endogènes aux défis auxquels leurs pays sont confrontés, les ministres ont réaffirmé leur engagement à examiner tout partenariat qui respecte leur souveraineté et répond aux besoins de leur population. Pour ce faire, ils ont réitéré leur attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. En outre, ils ont déploré les sanctions imposées de façon mécanique et qui ne tiennent souvent pas compte des causes profondes et complexes des changements politiques. À cet effet, ils ont indiqué que ces décisions de suspension empêchent la participation de leur pays aux instances statutaires de la CEDEAO et de l'Union africaine, et particulièrement celles traitant des défis majeurs auxquels ils sont les plus concernés, tels que l'insécurité, les questions humanitaires et de développement économique durable. Les difficultés auxquelles nos pays sont confrontés ne sont pas des difficultés liées à des questions d'absence de moyens financiers. Il s'agit essentiellement de questions liées à l'absence de volonté, à l'absence d'engagement et au fait que nous ne cherchons pas les solutions dans nos pays et nous cherchons des solutions ailleurs. Assurer la libre circulation, c'est un engagement auquel nos pays étaient dédiés depuis les indépendances. Je crois qu'il n'est pas acceptable que plus de 60 ans après les indépendances, nous soyons même là encore à discuter de ces questions. Donc nous pensons que l'engagement que nous voudrions prendre entre nous, c'est de mettre en application ces engagements qui ont été pris pour permettre à nos populations de pouvoir se déplacer librement. Il s'agit essentiellement de mesures administratives d'entrave qu'il faut lever, des mesures, des
barrières tarifaires et non tarifaires qui font obstacle et qui font que nos citoyens qui sont sur les routes entre nos pays sont arnaqués au quotidien. Il y a des difficultés et des tracasseries qui sont posées à ces citoyens. Et nous sommes là pour servir ces citoyens. Et en tant que pouvoir politique, nous pensons que nous avons les moyens nécessaires au niveau de nos 3 chefs d'État qui sont engagés par rapport à cela, de pouvoir matérialiser et fluidifier ces échanges entre nos différents pays. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.